Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Salut Éric. Salut Ronan. Au même titre que le fromage et la baguette, le vin est largement associé à l'identité française. Bordeaux, Côtes-du-Rhône, Beaujolais, Muscadet, la France est devenue, au fil des siècles, une référence en termes de vin. On va vous raconter son incroyable histoire. Éric, tout a commencé à l'Antiquité, quand des Grecs ont introduit la vigne en Gaule, du côté de Marseille. Mais oui, mais même on peut commencer l'histoire encore plus tôt en racontant celle du premier vin du monde. Les Français sont très fiers de leur grand cru, tu en as cité quelques-uns, mais les toutes premières gouttes de vin qui ont coulé dans un gosier humain ont été élaborées à des milliers de kilomètres de la Bourgogne, du Bordelais et de la Champagne. Bon, les hommes n'ont pas attendu de domestiquer et de cultiver la vigne pour faire du vin. L'ancêtre sauvage de la vigne, qu'on appelle la lambrusque, est une longue liane forestière qui est toujours présente sur le pourtour méditerranéen, entre autres. Et là, on suppose qu'un jour, quelques grains de raisin écrasés ont fermenté spontanément et ont donné un liquide alcoolisé, un breuvage dont les effets, on le pense, ont dû séduire ceux qui l'ont goûté. Et de cette expérience agréable a pu naître l'idée de domestiquer la vigne sauvage pour qu'elle produise des grains plus nombreux et plus gros destinés à faire du vin. Alors, des études génétiques récentes, elles ont été publiées en 2023, ont montré que la vigne sauvage avait été domestiquée il y a 11 000 ans sur les contreforts du Caucase et dans le croissant fertile. Alors, est-ce que c'était déjà pour élaborer du vin au sens strict ou du jus de raisin légèrement fermenté? Ça, on ne sait pas. Les plus anciennes traces de vin ont été identifiées sur des fragments de poterie vieux de 8000 ans que des archéologues ont retrouvés dans le sud du Caucase, en Géorgie. Absolument, et les Géorgiens d'aujourd'hui, ils mettent toujours en œuvre des techniques ancestrales de vinification. Ils font fermenter le vin et ils le conservent dans de grandes jarres de terre cuite, des jarres qui ont une forme de citron, elles sont renflées avec une pointe vers le bas et la paroi intérieure de ces récipients est enduite de cire d'abeille pour les rendre étanches. La fabrication de ces jarres, elle est toujours manuelle, elle exige beaucoup de temps, un très grand savoir-faire parce que la moindre imperfection peut créer une fissure. Alors le jus qui est extrait du raisin est mélangé avec les rafles, les peaux et les pépins et puis il va fermenter naturellement sans aucun additif dans ces grandes jarres qui sont enterrées, ce qui permet de maintenir une température idéale entre 13 et 15 degrés. Dans cette même région du monde, mais là c'est sur le territoire de l'Iran actuel, les archéologues ont exhumé des jarres qui comportent des traces de vin résiné, un vin qui aurait été élaboré il y a 7400 ans. Et puis, depuis ce berceau caucasien, le vin et la culture de la vigne ensuite vont se diffuser dans le Proche-Orient et puis dans tout le bassin méditerranéen. Et un jour, le vin débarque donc sur notre territoire. Absolument. Et débarque, c'est vraiment le mot qui convient. Les premiers Français, entre guillemets, à connaître le goût du vin ont, comme tu l'as dit, été les peuples qui vivaient dans la région de l'actuelle ville de Marseille. Et ça, c'est grâce à des colons grecs originaires de la cité de Phocée, sur les côtes de la Turquie. En l'an 600 avant notre ère, ces Phocéens donc fondent Massalia, la future Marseille, et dans leurs embarcations, ils apportent avec eux des ceps de vigne domestiques, et puis dans leur tête, ils ont les techniques de culture de la vigne et d'élaboration du vin. Mais en dehors de quelques sites viticoles sur les rives de la Méditerranée, il faudra attendre la conquête de toute la Gaule par les Romains, 6 siècles plus tard, pour que les vignes soient implantées sur une grande partie de notre territoire. Les Grecs considéraient le vin comme la seule boisson des civilisés ? Oui, tout à fait. Les Romains aussi, d'ailleurs. L'élaboration du vin, c'est techniquement complexe, en tout cas bien plus que celle de la bière, et ça explique pourquoi les Grecs et les Romains faisaient du vin, du bon vin, le breuvage emblématique de leurs élites sociales et de leur civilisation qu'ils considéraient bien évidemment avancée. Et les peuples qu'ils qualifiaient de barbares, donc les Germains, les Gaulois et autres Celtes, étaient en effet de grands producteurs de bière. Enfin, ce qui n'empêchait pas les classes dominantes de ces barbares, entre guillemets, d'apprécier le vin. Mais ces vins
eh bien, ils le buvaient pur et sans modération, alors que les aristocrates grecs, romains, coupaient toujours le vin avec de l'eau et ils le dégustaient de façon très ritualisée. Chez les Grecs, par exemple, la seconde partie du banquet, qu'on appelle le symposion, qui a donné le mot symposium d'ailleurs, était une partie réservée aux hommes et à la consommation quasi exclusive de vin, mais dans un cadre très ritualisé. Et les Gaulois, même s'ils ne produisaient pas de vin avant la conquête de leur territoire par César, adoraient le vin. Ah oui, vraiment, les riches Gaulois importaient même à très grands frais énormément de vin en provenance d'Italie ou de Grèce ou d'ailleurs. D'ailleurs, les auteurs grecs et latins ont souvent critiqué le goût immodéré de nos ancêtres, les Gaulois, entre guillemets, pour le vin, ainsi que leur habitude de boire ce vin pur, non coupé d'eau. Mais en réalité, cette consommation excessive de vin et singulière répondait à des normes culturelles parce que pour les chefs gaulois, ce breuvage étranger et coûteux, le vin, était un signe de richesse et de prestige et le fait de l'offrir en abondance lors de grands banquets permettait de nouer des alliances et de fidéliser une clientèle politique. Et puis, le vin chez les Gaulois était également très présent lors des rites funéraires et sacrificiels. On enterrait dans les tombes des amphores remplis de vin. Les druides régulièrement procédaient à des libations, c'est-à-dire que du vin était versé dans des fosses en offrande aux dieux de la fertilité. Et puis le vin, les Gaulois l'associaient au sang, c'est-à-dire à la vie, d'où leur préférence d'ailleurs pour le vin rouge. Et puis enfin, la consommation de vin pur n'était pas du tout un signe de barbarie, comme le prétendaient les Grecs et les Romains, mais répondait à un tabou culturel. Il ne fallait pas mélanger le sang et l'eau, et donc le vin et l'eau. Quel goût pouvait avoir ce vin là, des Grecs et des Romains ? Bien sûr, nous n'en savons rien, mais je ne suis pas sûr, Ronan, que toi, tu aurais, comme moi d'ailleurs, apprécié les vins de l'Antiquité parce que pour les conserver, on y ajoutait des herbes aromatiques, bon d'accord, mais aussi des épices, du sel, de l'eau de mer, du plâtre, et puis la résine ou la poix imprégnait les jarres et les amphores pour les étanchéifier. Et nos ancêtres du Moyen-Âge étaient aussi accros au vin, ils en buvaient une quantité impressionnante. Oui, parce que donc après les siècles qu'on qualifie d'obscurs, les siècles qui ont suivi l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, eh bien la viticulture a repris son essor en France. Dans les régions de vignes, toutes les classes sociales se sont mises à boire du vin. Et là, les quantités étaient, comme tu l'as dit, vraiment impressionnantes. À la fin du Moyen-Âge, elles atteignaient 3 litres par jour et par adulte. Donc c'est une moyenne, femmes et enfants compris. Alors, il faut dire que la production locale était stimulée par les températures clémentes de la période, qu'on qualifie d'optimum climatique médiéval. Alors, c'est vrai que le vin de l'époque était peu alcoolisé, qu'on le coupait aussi toujours d'eau, mais en fait, il faut savoir que c'était non pas le vin qui était coupé d'eau, mais aussi l'eau qui était coupée de vin, car elle était, cette eau, souvent insalubre, et donc le vin contribuait à la purifier, et c'est pour ça aussi qu'on donnait du vin aux enfants. Les médecins du Moyen-Âge considéraient même le vin comme bon pour la santé, pensaient qu'une légère ivresse, 1 à 2 fois par mois, était même recommandée. Et puis il y a aussi, en plus de cela, une culture du lien social. Dans les villes, de nombreux cabarets, tavernes proposaient différentes qualités de vin aux buveurs qui se réunissaient pour oublier la rudesse de leur vie. Et puis, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais c'est presque évident, le prestige du vin au Moyen-Âge était renforcé par son statut religieux de sang du Christ. Et justement, les moines ont joué un rôle capital dans le développement de la viticulture et du vin. Ah oui, dans certaines régions de France, alors notamment en Bourgogne. Alors bien sûr, le vin était nécessaire à la liturgie chrétienne pour célébrer la messe. Mais pas seulement. Il fallait aussi du vin dans les abbayes pour désaltérer les voyageurs, les pèlerins, pour soigner les malades. Et donc, il fallait en produire beaucoup. Alors dans les zones qui étaient situées au nord de la France, qui étaient moins favorables à la vigne, même si on en cultivait quand même un peu, eh bien les moines, qui étaient tenus de produire eux-mêmes ce qu'ils consommaient, ils ont quand même plutôt développé l'art du brassage, donc de la production de bière. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la naissance des grands crus français ? Alors en Bourgogne, par exemple, je viens de l'évoquer, ce sont donc principalement les moines qui vont redonner vie au vignoble après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Avec l'essor de la chrétienté, je l'ai dit, le besoin de vin explose. Et puis en Bourgogne, il y a 2 ordres monastiques vraiment majeurs qui vont être créés. L'ordre bénédictin de Cluny,
au tout début du Xe siècle, et 2 siècles plus tard, l'ordre des cisterciens. Les abbayes poussent comme des champignons, les moines, je l'ai dit, ont besoin de vin pour célébrer la messe, pour donner à boire aux membres de la communauté religieuse, aux malades, aux visiteurs, etc. Et donc, dans les monastères, on va cultiver la vigne et produire du vin. Et d'ailleurs, ce sont les moines de Bourgogne qui vont créer les clos, ces parcelles de petite taille ceinturées de murets de pierres sèches. Et dans l'actuel département de la Côte d'Or, il y a le célèbre clos de Vougeot, qui est propriété de la grande abbaye de Cîteaux. Et ce clos de Vougeot, au Moyen-Âge, était le laboratoire de la région. C'est là qu'on expérimentait de nouvelles techniques de viticulture et de vinification. Et puis, pour en terminer avec la Bourgogne, à la fin du Moyen-Âge, les ducs de Bourgogne ont une cour très fastueuse. Les meilleurs vins sont servis lors des banquets, ce qui va encore accroître la notoriété des vins de Bourgogne, leur réputation d'excellence. Et donc, ces vins de Bourgogne vont petit à petit s'introduire à la table des souverains français et devenir très prisés à cette époque par les puissants sur l'ensemble du royaume. Et quid du Bordelais, également très connu ? Oui, alors là, l'histoire est un peu différente, même si le point de départ est le même. Donc, ce sont encore une fois les colons romains installés après la conquête de César qui introduisent en Gaule la viticulture et la vinification. Mais là, à la différence de la Bourgogne, ce ne sont pas les moines et les évêques qui, au Moyen-Âge, possèdent et exploitent l'essentiel du vignoble local. Ce sont les aristocrates, les riches bourgeois. Et là, l'élément déclencheur du premier véritable essor de la viticulture dans la région de Bordeaux, c'est le remariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi d'Angleterre, Henri II, Plantagenet. Et là, le marché anglais va représenter une opportunité formidable pour les vignerons et les marchands de vin des rives de la Garonne. Bon, après, il y aura la guerre de 100 ans et là, le commerce vers l'Angleterre va être moins florissant. Et puis, les Anglais apprécient de moins en moins les vins clarets, c'est-à-dire les vins clairs et légers du vignoble bordelais. Alors, heureusement, mais ça, c'est à partir du milieu du XVIIe siècle, les viticulteurs et les négociants de la région de Bordeaux vont réagir, ils vont jouer la carte de la haute qualité, ils vont élaborer de nouveaux types de vins que les élites européennes aisées vont s'arracher. Autre fait important dans l'histoire du vin, en 1875, une maladie va anéantir nos vignobles. La vigne française est depuis américaine. Et oui, ça a été une véritable catastrophe économique et sociale. Pas seulement en France d'ailleurs, mais dans tout le vignoble européen et même dans d'autres pays au-delà. Alors le phylloxéra de la vigne, c'est un minuscule insecte ravageur de la famille des pucerons qui se nourrit de la sève présente dans les racines et qui entraîne la mort des cèpes infestés. Ce phylloxéra, il est originaire des États-Unis et il pénètre par accident dans notre pays au milieu des années 1860. C'est d'abord la Provence, le Languedoc qui sont touchés et puis l'infestation, elle s'étend rapidement à tout le territoire français. La solution, pour en venir à bout, consiste à greffer les cépages français sur des porte-greffes américains qui, eux, résistent naturellement au phylloxéra. Mais entre-temps, de très nombreux propriétaires et travailleurs des vignes ont dû aller chercher un autre métier, voire même quitter leur région pour aller, par exemple, développer la viticulture dans l'Algérie française. Comment le vin est consommé aujourd'hui en France ? Alors la France, c'est aujourd'hui le second pays consommateur de vin au monde. En 2022-23, chaque Français en buvait en moyenne 36 litres par an, contre 41 litres pour les Italiens, champions du monde de la consommation. Mais la consommation française a connu quand même une chute spectaculaire puisqu'en 1980, elle était encore de 92 litres, 36 aujourd'hui, 92 il y a 45 ans. Alors en revanche, l'exigence de qualité s'est fortement accrue, les Français boivent moins et moins souvent, mais mieux. Même si les quantités de vin consommées refluent, la culture du vin, elle demeure bien vivante puisqu'un nombre croissant de Français suivent des cours d'œnologie ou pratiquent l'œnotourisme. On sait depuis combien de temps le liège est utilisé pour le bouchage des bouteilles ? Alors le liège était déjà utilisé dans l'Antiquité grecque et romaine pour boucher, alors non pas les bouteilles, mais les amphores. Et puis on a remplacé les amphores de terre cuite par des tonneaux beaucoup plus pratiques et moins fragiles. Et là on n'utilisait plus de bouchons de liège, mais celui-ci refait son apparition lorsque l'on crée les bouteilles de verre qui remplacent les brocs en métal et les pichets en terre cuite.
En France, au XVIIe siècle, donc c'est l'époque où ça se passe, le célèbre moine Dom Pérignon a, lui, recours au liège pour fermer les bouteilles de champagne. Et puis au XIXe siècle, en Angleterre, on met au point une machine à fabriquer des bouchons de liège et le liège va occuper une place très importante jusqu'à aujourd'hui, même si on a tendance à utiliser aujourd'hui d'autres systèmes de bouchage. Une histoire riche et passionnante. On termine avec l'explication d'une tradition ou d'une expression. Alors celle-ci est de circonstance, Eric. Pourquoi appelle-t-on sommelier le responsable des vins ? Oui, alors ce mot sommelier, donc responsable des vins dans un restaurant, a une origine bien différente liée au monde du transport. Ce mot vient du latin sagma qui signifie fardeau ou paquet. C'est un mot qui a donné en ancien français sommier qui désignait une bête de somme, un mulet ou un cheval par exemple. Et la tâche qui consistait à réceptionner les bêtes et leurs charges vinicoles, eh bien on l'a baptisée charge de sommellerie, ce qui a donné au responsable de cet emploi le titre de sommelier. Tout est plus clair avec toi. Merci beaucoup, Eric, pour toute cette histoire autour du vin. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Ronan.